RCM. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCM. Bienvenue dans Les Masques Tombent, votre émission qui met en avant les acteurs qui font bouger le territoire. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Jean-Louis André. Il est venu nous présenter un livre qu'il vient de publier il y a une quinzaine de jours aux éditions Odile Jacob. Un livre qui s'intitule Notre chez-soi, la maison des Français depuis les 30 Glorieuses. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci d'être venu passer une demi-heure avec nous dans votre émission Les Masques Tombent. Alors Jean-Louis, peut-être en quelques mots, présentez-vous, voilà, qui êtes-vous ? J'habite Nancy, pas depuis toujours, parce que vous allez l'entendre, je suis un peu marseillais. Je suis marseillais d'origine, mais j'habite Nancy depuis une dizaine d'années. Je m'intéresse beaucoup à l'architecture depuis 30 ans peut-être. Parce que j'avais rencontré, il y a 30 ans, j'ai écrit avec lui, celui qui à l'époque était considéré comme le plus grand architecte français, à l'époque, le plus connu en tout cas, qui était Ricardo Bofill. J'ai écrit son livre, son premier livre, son seul livre d'ailleurs, théorique. Et puis après, je me suis retrouvé, on a travaillé ensemble, et puis il m'a appris l'architecture et j'ai jamais quitter ce domaine-là, quoi. Ok, donc on le voit dans cet ouvrage, La maison des Français depuis les 30 Glorieuses. Quel était le but pour vous d'écrire ce livre ? Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure ? Alors, justement, parce que je voulais montrer que l'architecture, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On en fait souvent une espèce de discipline esthétique, un peu rébarbative. D'ailleurs, c'est pas enseigné à l'école. Et pourtant, s'il y a quelque chose qui nous concerne tous, on a tous affaire à l'architecture. On habite tous quelque part, on est tous victimes, ou bien on a choisi, plus ou moins, on est plus ou moins victimes de l'endroit où on vit. Et je voulais essayer de montrer qu'on peut le comprendre, qu'on peut essayer de le décrypter, que ce qu'on fait, les choix qu'on fait, habiter un pavillon, habiter une maison individuelle, parfois, c'est des choix contraints, on ne peut pas faire autrement, mais parfois aussi, c'est des vrais choix qui racontent un peu notre personnalité. Oui, justement, dans le communiqué de presse que vous m'aviez fait parvenir avant qu'on fasse cette émission, j'ai noté qu'il est écrit « Notre maison, ce n'est pas seulement 4 murs et un toit ». Finalement, qu'est-ce que ça dit de nous ? Notre habitat dit quelque chose de nous ? Oui, on n'a qu'à se souvenir. Depuis tout petit, on joue à construire sa maison. C'est le château de sable quand on est enfant, c'est la maison de poupées, des Barbies, etc. Et on met tous nos fantasmes, tout ce qu'on a envie de devenir ou d'être, on le met dans notre maison. Alors, parfois, quand on reçoit beaucoup de gens, c'est notre showroom, c'est l'endroit où qu'on va montrer aux amis, qu'on va montrer aux copains qui passent. Et parfois, au contraire, c'est notre refuge, c'est l'endroit où on va pouvoir faire tout ce qu'on ne fait pas. Je crois qu'il y a une fonction aujourd'hui de l'habitat qui est, face à un monde de plus en plus exigeant, de plus en plus qui nous sollicite, c'est aussi l'endroit où on relâche. C'est pour ça qu'il y a ce succès du cocooning, par exemple. C'est un peu l'antidote de la vie stressante de la société, quoi. Comment est-ce qu'elle a évolué justement cette architecture depuis les 30 Glorieuses ? Parce que c'est vrai qu'on est sur des bâtiments de plus en plus normés d'un côté, et puis on est aussi sur des architectures de plus en plus aseptisées, lisses. Je pense aux banlieues pavillonnaires modernes où on est sur du cube, du gris, du blanc. Mais en même temps, on est aussi sur des bâtiments plus performants énergétiquement, par exemple, qui sont censés résister aux secousses, ce genre de choses. Est-ce qu'elle a évolué pour le mieux, ou est-ce qu'on a perdu aussi des choses ? C'est toute une histoire, cette histoire de est-ce que finalement on est victime de ceux qui nous construisent nos maisons, ou bien est-ce qu'on arrive à les personnaliser ? Il y avait un philosophe qui était un peu l'adversaire théorique de Michel Foucault, qui s'appelait Michel de Certeau, qui était un jésuite, et qui disait... Foucault disait, le pouvoir nous impose là où on doit vivre, quoi. Il parlait essentiellement des grands ensembles, c'était les années 60 qu'on était en train de construire à cette époque-là. Et il y avait le jésuite qui lui disait, oui d'accord, c'est vrai, on nous l'impose, mais après on va pouvoir braconner, faire du braconnage là-dedans, on va pouvoir se promener. Et au fond, c'est ça qui est toujours en train de se passer. Quand vous regardez, c'est vrai que
quand on fait construire son pavillon, très souvent, il est rare qu'on fasse appel à un architecte. On regarde, on feuillette le catalogue des constructeurs, et puis on se retrouve avec une maison qui, parfois, hélas, ressemble à celle du voisin. Et puis, parfois même, c'est des lotissements où tout est fait, où les maisons sont toutes identiques les unes des autres. Et puis après, quand on repasse là, 10 ans, 20 ans après, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus une qui ressemble à l'autre. Et ça, j'adore ça. Moi, j'adore me promener dans les lotissements qui ont 20 ans, 30 ans, et voir que il y a celui qui a fait un petit auvent devant, celui qui a mis une vigne, celui qui a mis une treille, celui qui a mis des nains, celui qui a mis le Bouddha dans le jardin. C'est la nouvelle mode, hein, le Bouddha zen dans le jardin. Voilà. Et ça, c'est très beau comment, à un moment, on voit réapparaître la personnalité des gens, quoi. C'est ça ce que j'allais dire, la maison où ne serait-ce que le logement, l'intérieur d'un appartement par exemple, c'est un peu une extension de qui on est, de notre personnalité. Absolument. Et vous savez, dans les années 70 à peu près, c'était la grande époque où les architectes avaient plein de rêves un peu bizarres, hein. C'était les années, soyons réalistes, demandons l'impossible, quoi. C'était l'imagination au pouvoir. Donc il y avait plein d'architectes qui étaient des architectes un peu utopistes. Et il y en avait un qui, par exemple, s'était attaqué au côté, vous savez, normatif, normé, quadrilatère, la trame du grand ensemble là, et qui s'était dit moi je vais fabriquer des maisons, une espèce de bulle en plastique légère, et puis on va venir et ça sera comme une espèce de bulle qu'on va clipser sur le balcon dehors, et ça sera la chambre des enfants, une espèce de verrue, de parasite qui serait venu parasiter le côté trop régulier des grands ensembles. Est-ce qu'on peut arriver à foutre tout ça en l'air et à mettre notre propre personnalité? Alors ce livre, très concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment il est organisé, comment il se découpe? Alors oui, avant de dire comment il se découpe, c'est le ton sur lequel. Donc moi j'ai dit je veux pas faire un livre d'architecture, je veux faire un livre qui est un récit, c'est-à-dire que je suis dedans. Et vous parlez à la première personne. Je parle à la première personne, et je raconte mon papa, ma maman, enfin mes parents, mon propre parcours immobilier. On a tous un parcours. Bon, déjà il y a ça, hein, il y a cette idée de pas être en surplomb, de dire, je cite une phrase d'un écrivain marseillais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Claude Izzo, qui écrivait des polars, et qui disait, je suis de cette histoire dans cette histoire. Voilà, on y est tous, on n'y échappe pas. Bon, ça, c'est la première idée. Ensuite, il va falloir donc mélanger les ingrédients qui m'ont intéressé. Les ingrédients, c'est un peu le cinéma, les films, c'est évidemment les discours des architectes, c'est les chansons. Maxime Le Forestier, c'est une maison bleue, etc. Jusqu'à Benabar, voilà. Les chansons, c'est, qu'est-ce qu'il y a encore? Les publicités des promoteurs, etc. Bon, ça, c'est les ingrédients. Puis après, comment je travaille tout ça? Un peu comme un cuisinier, là. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors, la première idée, j'ai fait un découpage chronologique. Je pars des années 50 et j'arrive jusqu'à nos jours pour essayer de voir quelle attitude, non seulement quel type de maison on habite, mais surtout quelle relation on a à cette maison-là, comment on l'investit, est-ce qu'on l'aime pas, etc. Donc la première idée, c'était les années 50, qui sont celles apparemment de la reconstruction, mais en réalité des bidonvilles. On est dans les années 50, il y a des bidonvilles partout en France. Ça va finir par, en 54, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas en 54, la révolution de la pelle de l'abbé Pierre après, qui va complètement révolutionner, hein, et qui va obliger l'État à investir. Années 60, on passe à autre chose. On n'est plus dans la reconstruction, on n'est plus dans les bidonvilles, on n'est plus dans le logement dégradé. Je me souviens quelque chose quand même, et là je travaille sur le Haut-du-Lièvre là en ce moment, beaucoup de gens qui sont arrivés dans les années 60-70 du Haut-du-Lièvre, arrivés des centres-villes, et disent mais c'était une promotion, c'était terrible. Là-bas on était en bas, il n'y avait pas les toilettes, ça sentait l'humidité dans les centres-villes, il n'y avait pas... Mes deux grands-parents, moi, du côté de ma mère comme du côté de mon père, mes deux grands-parents habitaient à Marseille dans les quartiers résidentiels, chez aucun des deux, il y avait les toilettes, il y avait des toilettes dehors, mais il y avait la salle de bain, il n'y avait pas de chauffage, ils se chauffaient comme ils pouvaient, etc. Donc ça, en 60, quand arrivent les grands ensembles, c'est la révolution. Oui, sur le plateau de Veille, c'est vrai que c'est donc un quartier qui est en pleine rénovation, renouvellement urbain. C'est vrai que c'était l'Eldorado à l'époque, quand ces bâtiments, ces bars sont sortis de terre. Mais oui, c'était l'Eldorado pour les gens en termes de confort. Les ascenseurs, les vides ordures, vous savez, ce truc incroyable qui était sur le balcon. On ouvrait, clac, et on faisait partir. Vous receviez un peu la poubelle des voisins dessus quand vous habitiez au rez-de-chaussée. Ça faisait bam, 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 ça dégringolait, mais c'était vachement pratique quand même. L'ascenseur, la baignoire, la douche, voilà. Donc vous aviez tout ça.
Et pour les architectes aussi, il y a une légende qui serait qu'on a fait que des bâtiments au rabais, mais pour les architectes aussi, c'était souvent un grand œuvre, c'était un chef-d'œuvre. Et quand Bernard Zerfus, qui est l'architecte du Haut-du-Lièvre, arrive ici pour construire le Haut-du-Lièvre, c'est pas rien. C'est l'architecte de l'UNESCO à Paris, c'est l'architecte qui a construit le CNIT. Le CNIT que Malraux est venu inaugurer en disant c'est ce qu'on n'a rien fait de plus beau depuis les cathédrales. Voilà, c'est un de ces architectes-là qui arrive là. Et il arrive ici pas pour faire du logement au rabais, il arrive ici pour dire je vais faire un chef-d'œuvre, un monument destiné aux habitants. Et justement, le Haut-du-Lièvre, alors qu'on appelle plutôt Plateau de Haye aujourd'hui, donc vous en parlez dans ce livre, c'est même par ce quartier qu'on s'introduit, si je puis dire, dans ce livre. Ah oui, parce que je ne sais même pas si l'idée de ce livre n'est pas née du Haut-du-Lièvre, parce que c'est... Moi, je commence, en tout cas, le livre commence au Haut-du-Lièvre et finit au Haut-du-Lièvre. Commence au Haut-du-Lièvre parce que un jour, je voyais ce truc qui est à l'entrée de la ville, qui est perché sur un plateau, qui est énorme, et que moi, je trouvais plutôt beau, et qui était en train de disparaître, d'être grignoté, d'être atténué. Il n'a pas vraiment disparu, on va dire qu'il est atténué, etc. Et je me suis dit, mais tout le monde s'en fout, mais moi, ça m'intéresse quand même. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Du point de vue des habitants, mais aussi du point de vue de la symbolique d'une ville comme ça. C'est comme si tout d'un coup, on décidait de grignoter une partie de la Tour Eiffel, quoi. D'un coup, on dit « Ah, c'est trop haut, c'est plus beau, on n'en veut plus », etc. Donc, peut-être que je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la misère dedans, enfin, ou qu'il y a des gens qui s'y sont sentis mal, peut-être. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'était bizarre quand même de voir cette disparition dont personne ne parlait. Donc voilà, j'ai eu envie d'en parler. Oui, c'est un peu comme un symbole aussi finalement. Là, ces tours qu'on est en train de découper, c'était aussi ce qu'on voyait en arrivant sur Nancy. Ben oui. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est évidemment, j'ai rencontré les différents architectes qui ont travaillé sur le Haut-du-Lièvre. Bon. Bernard Zerfus, il est mort, donc j'ai rencontré plutôt sa biographe. Et puis après, il y a eu dans les années 80-90 un monsieur qui s'appelle Alain Sarfati, qui était un très grand architecte aussi, qui est toujours en activité. Je l'ai rencontré. Il a toujours une agence d'architecture à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, et il a 93 ans. Et il vient à son agence, et il a toujours des projets. Je trouve ça très encourageant pour nous. Voilà. Et puis, j'ai rencontré évidemment Alexandre Chemetov, qui est l'architecte actuel de celui qui fait la rénovation du Haut-du-Lièvre, et qui dit... Alors, c'est amusant, parce que son papa de Chemetov a construit des choses. Il a construit le ministère des Finances, par exemple, Bercy, à Paris, c'est-à-dire des choses assez massives. Il a construit plein de choses dans les banlieues. Alors, il dit qu'il n'était pas lui-même un architecte des grands ensembles, mais ça ressemblait quand même un peu à des grands ensembles, ce qu'il écrivait. Et lui, il les déconstruit. Donc, je me suis un peu moqué de lui. Je pourrais lui demander, gentiment, c'est quoi ça ? C'est le meurtre du père ou quoi ? À un moment, vous déconstruisez ce que votre père a fait. Parce que lui, alors, donc, sa théorie, c'est de dire, mais non, je ne l'ai pas totalement supprimé, le Haut-du-Lièvre. Il était là, c'était une barre, c'était fort. On ne veut plus de cette monumentalité-là aujourd'hui. Elle est écrasante pour les gens. Les gens la vivent la vivent mal, ils se sentent dominés, ils se sentent oppressés par ce côté très fort. Donc je crée des percées. Mais si vous regardez bien, et là c'est un beau discours d'architecte, quoi. Là si vous regardez bien, eh ben, la barre elle existe toujours, elle est toujours là, je l'ai mise en pointillé. C'est ça, c'est joliment dit. Merci Jean-Louis André, on va faire une pause musicale, on continuera de parler du plateau de Haye juste après et on va écouter une chanson que vous avez choisie, Hasta la vista d'Alonso. Juste très brièvement, pourquoi ce choix de musique? D'abord parce que mon fils l'aime beaucoup, et deuxièmement parce que ça fait partie de ce courant qu'est le rap marseillais quand même, et qui naît dans un truc qui a été une aberration un peu architecturale, et qui sont les quartiers nord de Marseille. Eh ben, on fait une pause musicale, on se retrouve juste après. RCN, les masques tombent. On est toujours dans les masques tombent avec Jean-Louis André qui est venu nous parler de son livre Notre chez-soi, la maison des Français depuis les 30 Glorieuses. Et juste avant la pause musicale, on parlait du plateau de Haye qui est en pleine transformation, en pleine rénovation urbaine. Le plateau de Haye dont vous parlez dans cet ouvrage et pour écrire justement sur ce quartier, vous avez rencontré notamment les habitants du plateau. Alors voilà, eux, comment est-ce qu'ils vivent ces changements ? Même on peut parler de bouleversement là. Oui, alors j'ai rencontré bien sûr les anciens.
ceux qui ont passé toute leur vie. Et alors c'est très intéressant parce qu'ils ont évidemment créé des liens, tissé des liens, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très important et dont on ne tenait pas forcément compte il y a 20 ans, 25 ans, quand on était très content de casser ces grands ensembles qui étaient un peu, qu'on voyait comme des trucs un peu stigmatisants, comme trop... Voilà, c'était la grande époque de Banlieue 89, de Roland Castro, on repeignait, on mettait des nuages, etc. Et je me souviens, à l'époque, j'étais journaliste au Monde, je faisais la critique télé, et un jour, on m'appelle, on me dit, il faudrait faire un papier sur la destruction spectaculaire des tours des Minguettes, de certaines tours des Minguettes qui vont être détruites. Et ça devait être un grand spectacle dans lequel même Jean-Michel Jarre devait faire une intervention, mettre tout ça en musique, en lumière, un feu d'artifice, etc. Aujourd'hui, on ferait plus ça. Ça paraît bizarre parce qu'on sait que pour certains habitants, ça a été très dur quand on leur a dit il va falloir quitter vos logements pour réparer. Ben oui, il y a un côté un peu, non seulement ta maison, tu y as grandi, tu y as peut-être souffert, mais en plus c'est tellement pourri qu'on va te le casser devant tes yeux, on va faire une fête. C'est quand même extrêmement violent comme... Et on en parlait justement hors antenne, vous parliez aujourd'hui on a aussi tendance à remplacer le collectif par les pavillons. Finalement, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est quelque chose de négatif selon vous ? Alors, bien, sûrement, bien, parce que 90% des Français, il y a des sondages là-dessus, 90% des Français rêvent d'habiter dans une maison individuelle. Donc, on est dans un truc qui existe, en plus, dès les années 50. Il y a l'idée de vivre dans le petit pavillon. Alors, pour plein de raisons, pour pas avoir le bruit des voisins. Moi, je me souviens que mes parents avaient le bruit des voisins. À la fin, ils devenaient, dans un appartement, ils devenaient fous. Ils tapaient avec le balai sur le plafond pour essayer de suivre les talons Bon, donc il y a ces nuisances-là, et puis aussi parce que peut-être on s'approprie plus facilement une maison parce qu'on fait le tour, parce qu'elle a 4 murs, parce qu'on peut plus la transformer, parce qu'on voit un intérieur, un extérieur. Il y a plein de raisons qui font qu'on préfère aujourd'hui, parce qu'on a un extérieur aussi, parce qu'on peut avoir un jardin, ça on l'a bien vu avec le Covid. Plein de raisons qui font que le pavillon est... Alors après, ça pose des problèmes, ça pose plein de problèmes. C'est que, justement, mon fils me l'a dit l'autre jour, on était dans les quartiers nord, et il regarde les quartiers nord, il regarde les grands immeubles. Il me dit, je comprends finalement qu'on ait fait ça. Parce que si on met tous les gens les uns à côté des autres, au lieu de les mettre les uns sur les autres, on s'en sort plus, ça prend trop de place. Exactement. Et j'allais dire, au-delà du fait que aussi les zones d'habitation, à un moment, elles sont pas extensibles à l'infini. Mais il y a aussi le fait qu'il y a aussi des discours écologiques qui disent, aujourd'hui, le modèle du pavillon, dans notre société actuelle, c'est un non-sens écologique. Mais voilà, on en est là. Est-ce qu'on va arriver à suffisamment densifier le pavillon pour être là, diminuer peut-être la surface des terrains, je sais plus, c'est le ministre du Logement, je sais plus lequel, qui a dit le pavillon avec ses 1000 mètres carrés autour, même ses 800 mètres carrés autour, c'est fini, quoi, avec son petit... Voilà, il va falloir que les pavillons organisent une espèce de collectivité aussi. Après, je sais pas, moi je suis toujours frappé quand je vois, peut-être qu'on pourrait mettre en commun, quand je vois certains lotissements, peut-être qu'on pourrait arriver à mettre en commun des équipements. Enfin, est-ce que ça a un sens que tout le monde, je parle plutôt à Marseille, ici il y en a moins, mais que chacun fasse sa petite piscine pataugeoire. Est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une grande piscine pour tout le lotissement ? Peut-être, enfin. Et puis vous parliez, vous avez dit le mot collectivité. C'est vrai que on parle aussi aujourd'hui que les gens se replient beaucoup sur eux. Il y a la solitude qui est vraiment un mal du siècle. Peut-être que dans les collectivités, justement, c'est aussi plus facile de créer du lien avec son voisin. Ou dans les pavillons, on est un peu plus chacun tourné vers sa maison, justement. Moi, je crois ça. Mais d'autant qu'aujourd'hui, quand même, encore une fois, vous savez que Marseille, c'est l'endroit où on a le plus de gated communities, c'est-à-dire de communautés fermées par un portail, et puis à la rentrée, et puis dedans, c'est encore la rue, mais c'est une rue dans laquelle personne ne peut rentrer, sauf si on a le code pour rentrer. Donc ça, il y en a de plus en plus, et on n'est pas à Los Angeles, comme on n'est pas à Los Angeles, on n'aime pas trop ça en France, et j'espère que ça va pas trop se développer, que ça va pas sortir, que ça va pas gagner toute la France. Mais l'idée, c'est quand même que quand on regardez, si vous promenez ici, moi je fais ça à Dieuloir, c'est pas bien loin d'ici, à Dieuloir, je regarde chaque semaine, et je vois des murs qui montent et qui s'opacifient.
qui deviennent de moins en moins transparents et on voit de moins en moins le jardin des gens. C'est vrai, oui. Et du coup, la rue a de moins en moins d'intérêt parce que ce qui est beau quand on se promène dans une rue, c'est d'apercevoir un peu les gens. Moi, je dis pas d'avoir un regard obscène comme ça, posé sur les gens. Vrai, des fois, il y a des jolies maisons voit plus, qu'on aimerait bien. Elle est jolie, elle fait rêver, il y a sa vigne, ça a l'air beau là-dedans, etc. Maintenant, vous voyez des palissades en plastique, quoi. Enfin, c'est un vrai problème. Dans le communiqué de presse qui présente votre ouvrage, j'ai aussi noté une phrase « Aux meubles en chêne de nos parents succèdent les étagères d'Ikea, aux baignoires des douches à l'italienne, au papier peint fleuri, des murs blancs. » Quel regard vous portez sur cette évolution de nos intérieurs ? Pareil, on parlait... un peu où tout est un peu aseptisé aujourd'hui. C'est vrai qu'avant on avait des beaux meubles en chêne et maintenant on a tous la même étagère Ikea. Ben oui, c'est la révolution Ikea qui est la révolution qui apparaît fin des années 80. Je note dans le bouquin qu'à peu près dans le même temps, on a Chris Prolls qui arrive en France et Björn Borg, suédois, qui prend sa retraite. Mais on en parle beaucoup à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est la mode suédoise, c'est-à-dire les Suédois, pourquoi ça nous a plu ? Parce qu'il y a un côté fonctionnel, parce que aussi, dans cette mode suédoise, il y a un côté un peu justement repli sur soi, cocooning. C'est-à-dire que c'est l'époque où les Suédois, à un moment, ils ont 23 heures de nuit par jour. Donc à un moment, il faut être bien chez soi. C'est ça, oui, ils sont très sur l'aménagement de l'intérieur, effectivement. Et finalement, vous voulez que les lecteurs en ressortent avec quoi de cette lecture ? Est-ce qu'il y a une morale ou c'est juste une observation de l'évolution de nos maisons ? Non, c'est d'abord une promenade, une observation, une promenade pour essayer de voir comment on en est arrivé là. Après, c'est essayer aussi, qu'est-ce que je voudrais ? Il n'y a pas une morale, mais il y a une méfiance peut-être à avoir vis-à-vis de tous les modèles qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut essayer d'être chez soi et non pas chez le promoteur ou chez celui qui veut nous imposer un certain modèle de vie. Donc oui, il y a un message un peu de résistance, d'imagination, ne pas se laisser... Par exemple, je suis très choqué toujours quand on a un côté un peu condescendant sur la culture pavillonnaire. La culture des grands ensembles, ça y est, elle a ses lettres de noblesse, elle a ses films, elle a ses rappeurs, elle a ses taggers, La culture pavillonnaire, on dit c'est la culture des blaireaux, c'est la culture des beaufs, etc., le barbecue. Non, essayez de voir que quand même, il y a des architectes, il y a des chanteurs, il y a des réalisateurs, d'ailleurs, qui en parlent de tout ça. Donc vous parlez du plateau de Haye dans cet ouvrage et ça permet aussi de faire le lien vers un documentaire vidéo que vous êtes en train de monter actuellement où là vous vous concentrez vraiment sur le cèdre bleu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce documentaire ? Et le tilleul argenté, les deux barres. On va retrouver en fait, j'essaye d'injecter tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai analysé dans justement la disparition, réapparition, transformation, déconstruction, vous appelez ça comme vous voulez, de deux barres emblématiques. Voilà. Et c'est en cours de montage. On a commencé le montage hier. J'ai tourné à peu près durant 3 ans pour avoir accumulé les images pour ça. Donc j'ai tous les stades du bâtiment et c'est pour Vosges TV et Moselle TV. Alors on pourra espérer le regarder quand ? Septembre. Est-ce qu'il y a une petite... Oui, d'accord. Septembre, ok, donc c'est dans un futur plutôt proche. Très bien. Eh bien, merci Jean-Louis André d'être venu nous présenter. Donc je rappelle votre ouvrage. Il est tout frais. Il est sorti il y a une quinzaine de jours. Notre chez-soi à la Maison des Français depuis les 30 Glorieuses. Il est disponible aux éditions Odile Jacob. Et puis on va se quitter avec un deuxième morceau que vous avez choisi. C'est 4 murs et un toit de Benabar. Alors cette fois, pourquoi ce choix de ce titre ? Vous allez écouter les paroles, vous allez voir. Mais c'est vraiment l'hymne du pavillon. Eh ben, on va se quitter en musique et encore un grand merci d'être passé par nos studios. RCN, www.rcn-radio.org